agrément de société au Code des investissements. Le Conseil a approuvé les demandes de 3 sociétés sollicitant le bénéfice de dispositions incitatives du régime B du Code des investissements pour le développement de leurs activités. Il s'agit de Machi Sarl pour son projet d'installation et d'exploitation d'une unité de production d'huile de palmiste à usage cosmétique dans la zone industrielle de Semekpoji. Sonimex FB Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une ligne de laminage à chaud dans le cadre de la fabrication de fer à béton à partir de la ferraille recyclée dans la zone industrielle de Semekpoji. Industrie béninoise de granit et services, IBGS-SA, en vue de son projet d'ouverture et d'exploitation d'une carrière de concassage de roches dans l'arrondissement de Dan, commune de Djidja. Les facilités ainsi offertes aux dites sociétés induiront la création d'environ 300 emplois permanents, le renforcement du tissu industriel et une plus-value pour l'économie nationale. Implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 collèges d'enseignement général. La mise en œuvre de la présente initiative a pour finalité de développer et d'entretenir chez les jeunes les vertus qui les éloignent des vices. Ce faisant, elle contribuera à terme à la réalisation de l'un des objectifs du Plan national de développement sur la période 2018-2025, visant l'avènement d'un capital humain sain, qualifié et compétitif. Ainsi, les classes socio-éducatives se veulent des cours d'éducation familiale et sociale qui abordent divers domaines de la vie, au nombre desquels le leadership, l'estime et l'affirmation de soi, la santé sexuelle et reproductive, la protection de l'environnement à travers les éco-réflexes. Ces cours intègrent également des thématiques comme le comportement citoyen, le civisme, l'esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux tels que les dérives comportementales, la cybercriminalité, etc. En outre, ils seront abordés des sujets se rapportant au travail, à savoir le management, la prise de décision, la gestion du temps, la gestion du stress, la promotion des valeurs éthiques, la construction d'un plan de vie. De façon concrète, ces classes seront infusées dans les situations d'apprentissage de 4 matières que sont le français, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire et la géographie, ainsi que l'éducation physique et sportive. Cette stratégie permet au système éducatif de maintenir les créneaux horaires actuels et de bénéficier de l'expertise des enseignants des dites matières. Au regard des retombées escomptées pour la jeunesse scolaire, le Conseil a marqué son accord pour la phase pilote qui démarrera dans les classes de 6e à la rentrée académique 2023-2024 dans 20 établissements d'enseignement secondaire à raison de 10 en milieu urbain et 10 en milieu rural et périurbain répartis dans les 12 départements du pays. Les ministres concernés en assureront la bonne exécution en vue de garantir son succès. Et à notre grande surprise, on était venu voir la clôture écroulée et ça a étonné la population. Mais nous, les responsables, on s'est concerté avec les directeurs, on a fait des demandes sur demande, mais ça n'a donné aucun fin utile. Vous constatez avec moi, toute la clôture de l'école date de très longtemps. Donc il va falloir qu'on les reprenne. L'école a été créée en 1957. Vous voyez que c'est une école de vieille date. Et cette clôture a été faite maintenant, c'est depuis 1997. Nous voulons maintenant que le gouvernement vienne à nos aides pour que quand même la clôture soit rétablie, que ça donne un bon aspect, pour que les enfants puissent accéder à, à une bonne condition de vie. Tel que ça se trouve, vraiment nous sommes avec les âmes très innocentes, très sensibles,
des âmes très curieuses, qui veulent toucher à tout, qui veulent aller à tous les endroits. Donc, ne voulons pas que le pire arrive. Hein. Si jamais cela se produit, ce n'est pas le souhait de qui que ce soit. Donc, je voudrais que nos autorités, hein, ceux à qui nous avons déjà envoyé des lettres, que les autorités pensent au problème de l'école EPP Lac B. Nous avons déjà adressé pas mal de lettres, hein, acquis de droit, pour que les clôtures de l'école soient reconstruites. Donc nous voulons bien qu'elles pensent à la clôture de l'école pour que les enfants soient en sécurité. Vous allez nous aider à porter plus haut ce que vous avez vu maintenant, pour que le gouvernement puisse quand même nous donner son point, nous venir en aide. Qu'est-ce qu'on a fait? Le CQ est informé. C'est un problème que tout le monde connaît. Donc, le CA aussi est informé. Donc, je sais qu'ils ne nous ont pas oubliés quand même. Ça tarde? Bon, ça tarde effectivement. Bon. En tout cas, il ne faut pas que le pire arrive avant qu'ils vont se lever. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Eux aussi, je sais que le dossier est sur leur table et ils sont en train de penser au problème de l'école. Mais néanmoins, nous ne cesserons de les importuner pour qu'ils viennent tant à l'aide des problèmes de l'école. Mais ils ont envoyé une délégation sur le terrain pour faire le constat. Et ils ont promis de reconstruire les murs de l'école. Mais à notre grande surprise, depuis 4 mois, rien n'est fait encore. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Je voudrais bien demander aux autorités de penser à l'école telle qu'elles sont en train de faire, de continuer à soutenir la communauté, continuer à soutenir nos enfants et Dieu va les bénir davantage. C'est pas normal parce que j'ai eu l'expérience de ça et c'était avec une cousine aussi. Non, disons que ma fille. Donc le mari ne fait que fouiller son portable. Chaque fois. Et j'ai appelé le mari pour dire que c'est pas bon. Quand tu fouilles le portable de ta femme, c'est pour te rendre fou. On n'a pas besoin de fouiller le portable de sa femme. Si tu fouilles le portable de ta femme, tu auras des problèmes et tu ne seras pas tranquille. Tu auras toujours la tête à casser. C'est comme si tu surveilles ta femme. Moi, je vois que l'homme qui fait ça, vraiment, il n'a qu'à cesser de le faire. Et j'ai tout fait, hein. Malgré ça, ils se sont séparés. Hein. Ah ouais? Puisque moi, je lui interdis de telle manière que ma fille là a codé son portable. Malgré ça, il cherche. Il a toujours cherché à décoder ça. Plus de 3 portables comme ça. Jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Et le mari aussi, n'a pas, la femme aussi n'a pas le droit de fouiller le portable de son mari. C'est interdit. Pour que le foyer soit en paix et correct et harmonie, il faut nécessairement oublier le portable de chacun. Il ne faut pas aller chercher à fouiller. C'est ça. C'est ce que moi j'ai dit, puisque j'ai eu l'expérience de ça et que j'ai géré pendant des mois. Mais ça a tourné toujours mal. Le portable du mari n'est pas destiné à 100% pour la femme. Mais le portable de la femme est destiné à 100% pour le mari. Vous savez, dans un foyer, on dit l'homme est le maître du foyer. Donc, c'est l'homme qui a amené la femme à la maison. Donc, l'homme a épousé la femme. Et l'homme a tout le droit sur la femme. Tout le droit sur la femme. Donc, c'est pourquoi l'homme a le droit de fouiller le portable de sa femme. Mais même les biens de la femme, l'homme a accès aux biens de la femme. Si c'est une femme correcte, peut dire, si elle veut, elle peut dire à son mari, voilà mon portable, tu peux fouiller ça comme tu veux. Si elle est correcte et puis elle est sûre d'elle-même, voilà mon portable, je n'ai pas mis de code, tu es libre de fouiller. Et moi-même, je suis libre de fouiller ton portable, c'est ça. Et maintenant,
Il faut que ça soit réciproque. Ah oui, vice-versa. Tu aimes ta femme, non? Ta femme aussi dit elle t'a aimé. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser ton portable? Elle a laissé pour elle, tu fouilles. Il faut laisser pour toi aussi, elle a fouillé. Si tu es sûr de toi-même. Il y a une dame qui m'a narré l'histoire de son mari. Et l'homme, bizarrement, l'homme était en train de se laver et le portable de l'homme sonne. Elle décroche le portable de monsieur. Et puis bizarrement, c'est une femme qui est en train de parler au monsieur. Elle ne connaissait même pas qui est la femme, qu'est-ce que la femme est pour l'homme. Bizarrement, elle dit ce sont, comment, viens voir, ce sont tes vagabonds qui sont en train de t'appeler. Ça veut dire quoi? Donc de là, en même temps, le problème a déjà commencé dans le foyer. Le problème a déjà commencé. Et bizarrement, cette femme-là, c'est que des gens sont pris dans l'air. Donc c'est qu'elle a amené ça. Elle fouille le point, elle regarde le numéro, elle garde le numéro de la dame. En fin de compte, il y a eu le divorce. La femme a quitté l'homme en laissant combien d'enfants? 3 enfants. Et c'est à Sévimpoui, ça s'est passé. C'est à Sévimpoui, ça s'est passé. Et je suis témoin vivant de cela. Donc vraiment, ce que moi je vais donner comme conseil à nos mamans et encore à nos jeunes filles qui sont en train de prétendre se marier, moi je vais leur demander tranquillement de ne pas fouiller, de ne pas se hasarder et fouiller le téléphone de leur mari pour ne pas amener de problème. Son Excellence, Monsieur Bola. À New York, où se tient la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a porté la voix de l'Afrique lors de son discours ce mercredi. Selon lui, le continent souffre de l'exploitation étrangère qui menace son processus de développement. Les échecs en matière de bonne gouvernance ont entravé le développement de l'Afrique. Mais les promesses non tenues, les traitements injustes et l'exploitation pure et simple de la part des étrangers pèsent lourd sur notre capacité à progresser. Les nations africaines amélioreront leurs économies afin que leurs habitants ne risquent pas leur vie pour balayer les sols et les rues d'autres nations. Le président du Nigeria, le pays le plus riche d'Afrique, a poursuivi sa prise de parole en réclamant un rôle plus important dans la prise de décision concernant les problèmes africains. Ce que nous recherchons, c'est un engagement égal et ferme en faveur d'un partenariat. Accompagnez-nous en tant que véritables amis et partenaires. L'Afrique n'est pas un problème à éviter. Elle n'est pas non plus à plaindre. L'Afrique n'est rien de moins que la clé de l'avenir du monde. Après l'adhésion de l'Union africaine au sein du G20, les dirigeants africains continuent de plaider en faveur d'une meilleure représentation, notamment à la table des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier et détenu au palais présidentiel de Niamey depuis lors, Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger, a décidé de saisir la justice ouest-africaine. Il souhaite obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. La requête déposée devant la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 18 septembre invoque, je cite, l'arrestation arbitraire et la violation de la liberté d'aller et venir du président Mohamed Bazoum, de sa femme et de son fils, séquestrés depuis près de 2 mois. Dans un entretien avec l'agence France Presse, son avocat, Maître Diagne, a indiqué que Mohamed Bazoum et sa famille sont victimes de graves et intolérables violations des droits de l'homme. Selon lui, en cas de décision favorable, l'État du Niger aura l'obligation juridique d'exécuter la décision. Les autorités militaires au pouvoir au Niger ont-elles annoncé le mois dernier leur intention de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a insisté mercredi à la tribune de l'ONU pour que s'opère un retrait accéléré des casques bleus de son pays, regrettant que ces derniers n'aient pas pu tenir tête aux groupes armés. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. La RDC avait déjà réclamé au Conseil de sécurité début septembre le retrait accéléré de plus de 15 000 casques bleus. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Ces discussions autour du retrait de la MONUSCO interviennent alors que l'ONU a fait face à une série d'attaques et de manifestations contre la présence des casques bleus en République démocratique du Congo. Fin août, la répression d'une manifestation anti-ONU avait fait une 50aine de morts à Goma, dans l'est du pays. Libérez Boudiakera, tel était le cri de rassemblement de ces quelques dizaines de journalistes congolais réunis devant le ministère de la Justice de Kinshasa. La raison de leur colère, la mise en détention depuis le 8 septembre de leur confrère Stanis Boudiakera. Ils dénoncent des arrestations arbitraires visant la profession. Les journalistes sont soumis à des restrictions, les arrestations se multiplient, des pressions sont exercées, des arrestations sont effectuées sans aucune connaissance des faits ni aucune raison valable. Parce qu'il y a des gens qui dérangent. Le porte-parole du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, organisation à l'origine de la manifestation, a remis un mémorandum au conseiller du ministre de la Justice, à un plaidoyer pour la liberté de la presse au Congo. Ce mémorandum, en grosso modo, exige la libération immédiate et sans condition de notre confrère Boudiakera et l'abandon des poursuites des journalistes. Stanis Boudiakera est accusé de faux en écriture et propagation de fake news pour un article mettant en cause les renseignements militaires, dont l'assassinat de l'ancien ministre et opposant Chérubin Okende. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a annoncé qu'il prévoyait d'être candidat pour un 4e mandat lors des élections présidentielles qui doivent avoir lieu en août 2024. Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent, je les servirai toujours, je suis bel et bien candidat, a déclaré le chef d'État rwandais âgé de 65 ans dans un entretien avec le magazine Jeune Afrique publié mardi. Kagame, qui n'avait jusque-là pas ouvertement exprimé ses intentions, avait quand même préparé le terrain. L'homme fort du Rwanda depuis le génocide de 1994, président depuis 2000, Paul Kagame avait fait modifier la Constitution en 2015, ce qui pourrait lui permettre de gouverner jusqu'en 2034. L'annonce de sa candidature n'est donc pas surprenante, faut-il rappeler qu'en 2022, Kagame avait aussi déclaré à France 24, une chaîne d'information française, qu'il envisagerait de se présenter pendant les 20 prochaines années. Lors du dernier scrutin en 2017, Paul Kagame avait été réélu pour 7 ans avec près de 99% des voix. Le président rwandais Paul Kagame a pris la parole au deuxième jour de débat de l'Assemblée générale des Nations unies. Kagame a dénoncé l'injustice que les conflits font peser sur les innocents, prenant comme exemple la crise migratoire qui pousse chaque année des réfugiés à entreprendre des voyages dangereux à la recherche d'un avenir meilleur. Le Rwanda reste déterminé à travailler avec ses partenaires, y compris le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, afin de contribuer à la recherche d'une solution durable.
Notre solidarité trouve sa source dans notre engagement à ne jamais permettre une répétition de la tragédie qui nous a été infligée il y a près de 30 ans. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été marquée cette année encore par la guerre en Ukraine et la volonté des grandes puissances d'obtenir le soutien des pays émergents face à la Russie, un sujet qui risque de prendre le pas sur les questions liées à la crise climatique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé mardi à la tribune de l'ONU les sommes dépensées pour la guerre plutôt qu'au financement du développement des plus vulnérables. Il a appelé à favoriser des financements accessibles et durables pour aider les pays en voie de développement qui croulent sous le poids de leurs dettes. Plusieurs siècles après la fin de la traite des esclaves et plusieurs décennies après la fin de l'exploitation coloniale des ressources de l'Afrique, les peuples de notre continent supportent une fois de plus le coût de l'industrialisation et du développement des nations riches du monde. C'est un prix que les peuples d'Afrique ne sont plus prêts à payer. En prélude à l'Assemblée générale de l'ONU, les pays en développement ont rappelé le reste du monde à leur promesse d'améliorer le sort de l'humanité d'ici à 2030. La richesse de l'Afrique appartient aux Africains. La richesse minérale présente dans la terre de l'Afrique doit en fin de compte revenir aux Africains. Nous exhortons les dirigeants mondiaux à accélérer la décarbonisation mondiale, tout en favorisant l'égalité et le partage de la prospérité. Ramaphosa a appelé depuis New York à soutenir la prévention et le maintien de la paix, notamment en Afrique. Le récent coup d'État au Gabon est le 8e en Afrique depuis 2020. Le précédent avait vu des militaires prendre le pouvoir au Niger en juillet dernier. L'ONU a convoqué les gouvernements de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, du Qatar ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine, appelant à un soutien accru à l'action humanitaire alors que les voisins du Soudan font face à un afflux constant de réfugiés et de rapatriés. Plus de 5000 femmes, hommes et enfants ont été tués et des millions ont été déplacés. Le Soudan est aujourd'hui le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées au monde, avec au moins 7,1 millions de personnes, incluant environ 3,3 millions d'enfants déracinés de leur foyer. Les efforts de secours pour le Soudan demeurent insuffisants. Les travailleurs humanitaires ont des difficultés à acheminer l'aide sur le terrain. Nous avons assisté 3,5 millions de personnes depuis le début du conflit, mais cela ne représente que 19% des 18 millions de personnes auxquelles nous apportons une aide humanitaire ou de protection. Notre capacité d'action est entravée par un environnement opérationnel extrêmement dangereux et complexe, peut-être le plus complexe au monde à l'heure actuelle, mais aussi par des restrictions d'accès et des obstacles bureaucratiques. Nous avons pu rétablir l'accès de Port-Soudan vers le Darfour grâce à des négociations intensives et je remercie les personnes qui ont contribué à l'obtention de ces autorisations. Au Soudan, les rares structures de santé existantes sont soumises à une très forte pression en raison de la pénurie de personnel, de médicaments et de matériel essentiel. Le pays connaît une aggravation rapide de la situation en matière de malnutrition depuis que la guerre entre généraux rivaux a éclaté le 15 avril. Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour beaucoup d'élèves marocains, mais avec les dégâts causés par le séisme du 8 septembre, le retour à l'école est différent cette année. Dans la petite ville d'Asni au sud de Marrakech, les tentes font désormais office de salle de classe. Le ministère de l'Éducation en a monté 32 pour accueillir les 2800 collégiens et lycéens du secteur. Dans un premier temps, nous avons recensé 242 écoles touchées par le séisme, dont 32 ont été complètement détruites. Les autorités ont pris les mesures nécessaires pour reconstruire ces écoles dans les plus brefs délais. Tout en garantissant la poursuite des enseignements et le retour des élèves et des enseignants dans leur salle de classe. Depuis le début de la semaine, les professeurs observent la résilience de certains élèves des provinces d'Al Rawouz et de Chikawa, durement touchés par le séisme.
Pour ces élèves qui parcourent des kilomètres pour assister aux cours, l'école est plus qu'une question d'éducation, c'est un échappatoire. Le site contient 32 grandes tentes pour accueillir les élèves. 16 tentes sont réservées pour ceux du collège et les 16 autres pour les élèves du lycée professionnel. Les autorités locales assurent poursuivre leurs efforts visant à rétablir au plus vite les services publics liés à l'éducation, conformément aux directives du roi Mohamed VI. Au total, 530 écoles et 55 internats à travers le royaume ont été endommagés. La situation jugée préoccupante par l'UNESCO affecte 1 million d'élèves marocains.